Les muscles grand dorsal, élévateur de la scapula et rhomboïde représentent un ensemble de muscles formant une nappe charnue sur la partie postérieure du tronc, qui sont annexés à la motricité du membre supérieur et de la ceinture scapulaire. Ainsi, ils sont tous innervés par le plexus brachial, malgré leur disposition topographique très disparate. Pour représenter ces muscles, on apercevra donc sur une vue postérieure, avec en haut la partie postérieure de la base du crâne en guise de repère, ainsi que avec schématiquement la ligne des épineuses. On en représentera T1, qui dans 50% des cas représente l'épineuse la plus proéminente. On représentera également l'épineuse de T7, de T12, la crête sacrée en bas, avec en regard de celle-ci les épines iliaques postérieures, qui se continuent en haut par la crête iliaque. Et ici, je continue l'ilium. On représentera également l'ombre du grille costal, où je viendrai placer de manière plus précise les 4 dernières côtes, donc T11 et T12 étant bien plus petites, les autres réalisant de véritables arcs costaux avec un cartilage antérieur qui viendra se rattacher indirectement au sternum. Enfin, il sera utile de placer la scapula ici en position de translation externe, avec donc le tubercule du trapèze, l'acromion, le bord supérieur, la surface glénoïdale, qui entrera donc en rapport avec l'extrémité supérieure de l'humérus, que je place ici accompagné du tiers supérieur de la diaphyse. Ici, la cavité médulaire coupée. Tout d'abord, le muscle grand dorsal présente de très larges insertions sur la partie postérieure de l'abdomen, principalement, ainsi que du thorax. Tout d'abord, il s'insère sur toutes les épineuses par une lame tendineuse, toutes les épineuses allant de T7 jusqu'à S1, bien qu'il se continue au-delà par une lame fibreuse. Cette lame fibreuse est également insérée sur le tiers postérieur de la crête iliaque, lèvre externe. L'ensemble de cette lame fibreuse est appelée aponévrose longo-sacrée. Elle recouvre entièrement la masse des muscles spinaux en bas. De cette lame fibreuse, les faisceaux charnus du grand dorsal vont se diriger en haut et en dehors, les faisceaux inférieurs étant beaucoup plus obliques vers le haut que les faisceaux supérieurs qui sont plus horizontaux. Voilà le bord supérieur de ce grand dorsal. Et voilà son bord inférieur. Au passage, ce muscle va venir s'insérer sur les 4 dernières côtes, donc en arrière du grand oblique, je représente ici par transparence ces insertions, et en avant du grand dentelé, sur la face externe. Le grand dorsal peut également, éventuellement, s'insérer sur la pointe de l'omoplate, ou alors y être relié par un trousseau fibreux. Dans tous les cas, le lien entre ces deux structures est constant. En haut, son tendon terminal se torsade de manière à accueillir dans la gouttière ainsi formée le muscle grand rond. Ce muscle grand dorsal vient ensuite s'insérer sur la face antérieure de l'extrémité supérieure de la diaphyse humérale, que l'on peut représenter schématiquement ici. Donc, voilà la tête humérale, le tubercule majeur de cet os qui se continue en bas par la lèvre externe de la coulisse bicipitale, le tubercule mineur. Je coupe ici cet os.
Donc effectivement, on pourra voir ce muscle grand dorsal, par son tendon terminal, effectuer un mouvement de torsion qui viendra réaliser une gouttière à concavité inférieure. Il viendra ensuite se fixer dans le fond de la coulisse bicipitale. Les muscles rhomboïdes et élévateurs de la scapula, plus haut situés, s'insèrent tous sur le bord de l'omoplate. Pour commencer, les rhomboïdes s'insèrent donc sur tout le bord médial de la scapula, le petit rhomboïde étant sur le quart supérieur de ce bord, oblique en haut et en dedans, et allant se fixer sur les processus épineux de C7 et T1. Le grand rhomboïde, lui, le jouxte immédiatement en dessous et vient se fixer sur les épineuses de T2 à T5. Donc ça c'est le petit rhomboïde et là le grand rhomboïde. Ces deux muscles sont très charnus, très puissants et ont un grand rôle dans la physiologie de la ceinture scapulaire. Enfin, le muscle élévateur de la scapula prend naissance sur l'angle supérieur de cet os, déborde un peu sur le bord médial, sur le bord supérieur. Il se dirige en haut vers le tubercule postérieur des tubercules transversaires de C1 à C4, parfois C5. Ici, je représente donc la lame charnue de ce muscle qui est amené à effectuer un mouvement de torsion tel que les fibres qui s'insèrent le plus haut sur la colonne cervicale s'insèrent le plus en dedans sur la scapula. Voilà donc ce mouvement de torsion. Pour ce qui est de la physiologie de ces muscles, donc comme je dis, ils ont tous une action sur le membre supérieur par l'intermédiaire au nom de la ceinture scapulaire. Le grand dorsal est un muscle très puissant qui a une action, donc, quand le tronc est point fixe, de rotation interne, adduction, rétropulsion du membre supérieur par l'intermédiaire de l'humérus. Quand le membre supérieur est considéré fixe, ce muscle a une action principalement dans les actions de suspension et de traction. Que ce soit donc avec les membres supérieurs vers le haut, ou par exemple pour tirer une porte, tirer un objet à soi. Les muscles rhomboïdes et élévateurs de la scapula, quand le tronc est considéré, et le tronc et le cou sont considérés comme points fixes, ont une action d'adduction, de translation interne de la scapula, de sonnette interne et de fixateur de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire étant considérée comme fixe, l'élévateur de la scapula peut réaliser l'inclinaison du cou et par là de la tête de son côté, mais ce n'est pas le muscle à effectuer principalement ce mouvement. Pour ce qui est de l'innervation de ces muscles, elle est assurée donc par le plexus brachial. Les trois muscles supérieurs vont voir leur innervation assurée par le nerf dorsal de la scapula, qui va cheminer donc contre la face profonde de ces muscles, les innerver. Ce nerf vecte des fibres venant des étages C5 et C6, principalement C5, et il naît du tronc supérieur du plexus brachial. L'élévateur de la scapula possède également une innervation issue du plexus cervical par le nerf donc de l'élévateur de la scapula, qui peut également un peu innerver les rhomboïdes, et cette fois ce sont des fibres issues du nerf rachidien C4. Pour ce qui est du grand dorsal, son innervation est assurée par une collatérale du faisceau postérieur du plexus brachial que je représente ici. C'est le nerf du grand dorsal, encore appelé nerf thoraco-dorsal, qui va venir accompagner depuis la région du creux axillaire le grand dorsal dans toute son étendue. Les nerfs intercostaux, par leur branche postérieure, bien qu'ils traversent le grand dorsal, n'ont pas d'action quant à son innervation. La vascularisation de ces muscles est assurée ici par l'artère suprascapulaire, collatérale de la sous-clavière, qui vient participer par des branches perforantes
à l'élaboration d'un dense réseau vasculaire périscapulaire. La vascularisation du grand dorsal est assurée, elle, par une collatérale de l'artère axillaire, que je représente donc ici. Cette collatérale, c'est l'artère sous-scapulaire, qui va se diviser donc en artère circonflexe de la scapula, qui participe à ce réseau périscapulaire, et en artère thoraco-dorsale, qui accompagne le nerf homonyme, et va se jeter dans les profondeurs du grand dorsal, vascularisant ce muscle, et également le grand dentelé. A noter que les intercostales, par leur rameau postérieur, qui perforent le grand dorsal, viennent également assurer une partie de la vascularisation de ce muscle. Pour conclure ces trois muscles, annexés au membre supérieur à la ceinture scapulaire, ont donc une unité d'innervation, ce qui reflète l'unité de fonction, bien qu'étendue sur toute la hauteur du cou et du tronc de C1 au sacrum. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces trois muscles.